son évolution, elle est réfléchie en fonction à la fois de l'histoire du sport et à la fois aussi de l'histoire du corps et de la perception que l'on a du corps selon les contextes et selon les tendances et selon les modes qui sont contemporaines en fait. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, retrouvez un épisode chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et soutenir la production sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Eh bien, bienvenue Florine et bienvenue chères auditrices et chers auditeurs. Aujourd'hui, j'accueille Florine Desforges, une auditrice à la base. Et puis, on a conversé via Instagram, on a fait connaissance et j'ai découvert qu'elle était en histoire de la mode et que tu travaillais en fait un produit assez intéressant. Je vais arrêter le teasing ici. On va d'abord te demander qui es-tu, Florine ? Mystère. Moi, j'ai eu un diplôme de stylisme et design textile. Ensuite, je me suis rendu compte que je voulais surtout travailler l'histoire de la mode. Et du coup, après, je suis partie en histoire. J'ai fait une première année d'histoire en licence et ensuite, j'ai fait L2, L3 en histoire de l'art. Et je me suis spécialisée dans l'histoire de la mode à partir de mon master à la Sorbonne, à Paris 4. Et du coup, mon sujet de mémoire que je travaille, donc c'est la deuxième année là, c'était de retracer l'histoire du survêtement. Ça, c'est super intriguant. Et c'est ce qui m'a questionnée, en fait. C'est ce qui a un peu animé au départ notre conversation. Disant, mais pourquoi le survêtement, le jogging, tout ça ? Et comment, en fait, déjà, tu es arrivée à étudier cet objet ? Comment t'en es arrivée là ? En fait, ça venait d'un questionnement plus social, on va dire, enfin sociétal. C'était pourquoi les gens trouvent ça inesthétique et inapproprié et pourquoi dans certains lieux il est pas accepté ou il est considéré comme négligé et d'où ça vient en fait ces questions-là en fait pourquoi tout simplement pourquoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à essayer de retracer, à revenir en arrière. C'est vraiment un questionnement assez général sur aujourd'hui, pourquoi il n'est pas accepté. Enfin, aujourd'hui, ça change un peu, mais pourquoi il est encore considéré comme négligé et d'où ça vient. C'est super intéressant. Mais d'abord, justement, avant que tu nous partages toutes tes découvertes de son histoire, je me suis dit, c'est vrai que dans le conscient collectif, c'est vrai que le survêtement, il a plein de synonymes. On peut parler de jogging, on peut parler de training. Je sais que en Suisse, ils parlent de training. En Belgique aussi, j'ai lu ça. On parle puis c'est souvent lié au footing, enfin à une performance sportive, mais en même temps, on en a parlé en préparant cette interview. On a tous travaillé cette année 2020 derrière nos ordinateurs, donc dans le contexte professionnel en survêtement. Quand on se pose, c'est vrai que le survêtement, il n'est pas pauvre en fait. Non, il est riche, il a plein d'identités, différentes. Et il véhicule aussi des messages hyper différents. Mais après, pour revenir sur la terminologie, en fait, le terme du survêtement, c'est un terme qui est
bien plus ancien. Enfin, le terme survêtement, ça, dans l'histoire de la mode, ça existe depuis très longtemps, mais on l'utilisait surtout pour parler de vêtements du dessus, donc des vêtements de protection type manteau, des capes, des vêtements de pluie et tout. Alors qu'aujourd'hui, ce genre de catégorie de vêtements, on appelle les par-dessus, plus facilement. Ouais, c'est vrai. Mais on l'utilisait aussi le terme par-dessus, par contre. Et en fait, c'est vrai et du coup, le survêtement, il apparaît dans les années 20. Le terme de survêtement pour parler d'un costume sportif, il apparaît dans les années 20. Au même moment que ce costume sportif apparaît, en fait. Donc, en fait, le terme existe bien avant le costume, mais on va utiliser un terme déjà existant pour parler d'un costume en particulier, qui est le costume de sport, qui est un costume fonctionnel qui a pour principale fonction de réchauffer et de conserver la chaleur du corps avant et après la pratique sportive. Parce que oui, voilà, il va du coup aller par-dessus un autre costume. Exactement. On fait le sport en maillot et en short. Donc ça, depuis la fin du 19e siècle, c'est un peu la tenue de rigueur. Et en fait, sauf qu'entre-temps, on se rend compte que toute la partie des échauffements et des étirements, elles sont aussi très importantes. Et ça va dans toute une logique hygiéniste, d'intellectualisation aussi du sport, de qu'est-ce que c'est que faire du sport, comment on le fait, et pour pas abîmer le corps, mais améliorer sa performance sportive. Et donc, en fait, on se rend compte que le corps perd inutilement des calories à essayer de le réchauffer avant et après la pratique sportive. Alors que si on gardait ces calories-là, et ben en fait, pendant la performance, on pourrait améliorer sa performance. Donc, du coup, pour pallier à ça, on va se couvrir et garder cette chaleur pour ne pas que le corps se refroidisse inutilement. Donc c'est vraiment lié, cet habit, ce costume, il est lié aussi médicalement. Enfin, pas médicalement, c'est pas le bon mot peut-être, mais... Scientifiquement, voilà. il est lié. Enfin, il a une fonction thermique, donc voilà. Ça, c'est le terme du survêtement. Après, il y a aussi le training suit. Il apparaît aux États-Unis, mais alors moi, la première fois que je l'ai vu, c'était en 1917. On parlait de training suit, training pant et training shirt. Et c'était dans un catalogue commercial de Sears and Roebuck. On parle aussi de tracksuit aux États-Unis. Il apparaît à peu près au même moment. Après, le terme de jogging, il apparaît dans les années 60, quand on va commencer à faire la course à pied. On en faisait déjà avant, mais ça va devenir vraiment une habitude presque quotidienne et diffusée dans toute la population, dans toutes les classes sociales. Du coup, à partir de ce moment-là, le jogging, la pratique sportive, donne son nom aux vêtements. Et il y a aussi une connotation un peu différente entre survêtement et jogging. C'est plus vraiment un synonyme en plus maintenant. Le jogging, en général, on dit plutôt que c'est le pantalon et moins l'ensemble complet. Ça dépend des personnes, je crois aussi. J'en ai profité parce que, donc petite parenthèse, j'ai eu ma petite nièce donc hier et je lui ai posé la question, est-ce que tu sais est-ce que tu vois une différence entre survêtement et jogging? Et elle m'a directement dit, survêtement, c'est un truc qu'on met par-dessus et tout. Et elle parlait tout de suite de jogging pour le pantalon. C'est un pantalon avec lequel, comment elle m'a dit ça? C'est un pantalon flexible pour que tu cours mieux. Et alors qu'un pantalon, c'est plus compliqué parce que de faire des montées de genoux. Elle m'a dit c'est précis, moi. Voilà, d'aller jusqu'aux épaules, elle m'a dit. Elle était vraiment dans la grande performance. Mais c'est vrai que il commence à avoir une connotation différente. Et puis, survêtement, c'est très français. Et comme tu l'as dit, on a été très influencés. Donc, c'est que des termes anglicisés. Des anglicismes, ouais. Jogging, legging, footing, training. Et jogging, c'est le fait de trottiner. Le footing, c'est plutôt courir un peu plus allant. Le training, c'est juste s'entraîner, justement. Ouais. Exactement, ouais. Mais dans tous les cas, ça reste dans le domaine de la performance. Mais c'est vrai que le jogging, quand c'est arrivé,
on voit il y a des archives de l'INA, je crois que c'était dans les années 70, où on voit au journal télévisé la nouvelle mode du jogging, et en fait on voit du coup les gens en train de courir dans la ville. Donc en général on dit que le jogging en tant que pratique sportive c'est plutôt la course en ville, et le footing ce serait plutôt la course à la campagne. En fait, ce survêtement, il s'est décliné et il s'est spécifié dans sa coupe et dans ses formes et dans ses matières selon les pratiques sportives, comme tu disais tout à l'heure. C'est quoi son histoire alors, un peu plus globalement? Alors, fais-nous entrer dans ce monde. Du coup, il apparaît donc dans les années 20, à partir des années 20. Donc, comme on disait, dans un contexte où on commence à réfléchir à qu'est-ce que c'est que la pratique sportive et surtout à comment améliorer sa performance sportive. Donc ça se ressent vachement dans la presse sportive, où on a beaucoup de rubriques sur comment s'échauffer, comment pratiquer le sport, tout ça. Et en fait, on a des explications à chaque fois avec il faut porter un costume avant, après, surtout, il faut pas se refroidir, c'est très dangereux. Donc voilà. Donc ça, on a vraiment une éducation en fait à la pratique sportive, et par l'éducation, le survêtement se diffuse. Donc ça, c'est à partir des années 20. Il y a aussi le phénomène de spectacularisation des événements sportifs mondiaux aussi, les Jeux Olympiques, tout ça, qui vont avoir une portée médiatique très importante. Et en fait, dans ces moments-là, évidemment que les sportifs professionnels vont être pris en photo en survêtement. Et en fait, d'ailleurs, on remarque que petit à petit, ils commencent à réfléchir à porter le même survêtement selon les équipes, pour avoir en fait une genre d'uniformité selon les équipes, et puisqu'en fait, voilà, exactement, une unité. Puisque en fait, petit à petit, le survêtement est identificateur d'une nation. Et donc là, il a une connotation beaucoup plus symbolique et importante. Et il y a cette image-là, du coup, qui va se diffuser auprès d'un public de supporters, et en fait, petit à petit, d'un public beaucoup plus large, et d'un public amateur aussi. Et donc, c'est un peu comme ça qu'il naît et qu'il se diffuse, pour faire un peu globalement. Pardon, juste, ça me fait penser, en gros, grâce à ces événements sportifs rediffusés par la télévision ou même diffusés grâce au public, le survêtement, il est devenu un entre-deux entre la performance, pour être utile pour la performance sportive, et le drapeau, en fait, le drapeau de la nation qui est représenté. C'est vraiment intéressant, en fait. Il s'est retrouvé dans l'entre-deux, entre image, symbole, on va dire, et utilité et fonctionnalité. Exactement. Mais ça, par contre, ça se fait dès les années 30, et ça se fait surtout par la presse sportive. Après, la télévision, elle est assez peu, elle n'est pas du tout encore développée. Oui, ouais. Il faut attendre les années 50 et surtout les années 60. D'ailleurs, quand elle va passer à la couleur, là, on va voir qu'il va y avoir une explosion de couleurs aussi. Ils vont bien s'amuser là-dessus. Dans les années 30, en 36, il y a eu les Jeux Olympiques de Berlin. Et en fait, il y a eu un reportage qui a été fait dans l'Allemagne nazie sur les Jeux Olympiques. Et en fait, quand on voit le reportage, le reportage d'ailleurs s'appelle Les Dieux du stade, et c'est très sur le culte du corps. C'est très inspiré de la sculpture antique presque, où on voit comme ça des corps en noir et blanc avec des ombres, et c'est vraiment un idéal du corps viril, musclé. Et entre ces images-là, on peut apercevoir des images où les sportifs sont en train de porter des survêtements, et aussi ils commencent à avoir des inscriptions sur les survêtements. Et ça veut dire aussi beaucoup. C'est que les USA maintenant qu'on voit dessus, ils viennent pas de n'importe où. Ils ont une symbolique, et ils ont aussi ils sont une référence à une nation. Et ils ont été réfléchis avant quelqu'un a eu cette idée-là avant qu'elle soit apposée sur le sweatshirt. En fait, le public voyait les couleurs, mais les photographies des journalistes et après, au fur et à mesure, on voyait pas les couleurs. Donc, ça a été très important aussi, la typo, l'écriture des pays, où est-ce que c'était placé aussi.
Il fallait que ça puisse être visible pour dire qui est devant, parce qu'on ne pouvait pas avoir des photographes qui couraient à côté ou qui montraient le visage. On ne pouvait pas voir le visage, mais on pouvait lire. Enfin, c'est intéressant. Ça s'est vraiment construit au fur et à mesure de la diffusion. Exactement, chaque détail qui est apporté au survêtement, il a une histoire en fait. Et d'ailleurs, il faudrait faire une étude plus poussée de l'évolution des logos, des drapeaux sur les survêtements, ce serait intéressant. Parce qu'on voit qu'eux aussi, ils évoluent et ils sont de plus en plus subtils ou de plus en plus travaillés, les logos, les drapeaux, les couleurs aussi. Et ça, c'est intéressant. On pourrait demander à des graphistes de faire ça. Exactement. Voilà, donc là, on est dans les années 30. Après, au niveau de la matière, on va privilégier d'abord le coton parce que le coton, il absorbe bien la transpiration, donc ça, c'est plutôt bien. Le coton molletonné, c'est encore mieux parce que le molleton, ça garde la chaleur, donc ça, c'est parfait. Parce que la laine, à l'inverse, ça irrite complètement la peau quand c'est mouillé, donc ça, c'est pas très intéressant. Et ensuite, on va avoir pas mal de progrès dans les années 30, surtout dans la bonneterie et dans la maille. Et ce qui fait que on va avoir des recherches pour apporter encore plus d'élasticité au tissu et en fait pour toujours permettre d'être plus à l'aise, plus confortable dans ce vêtement. Et ensuite, à partir des années 60 surtout, mais ça commence déjà un peu avant, il va y avoir l'explosion des fibres synthétiques et des recherches dans ces fibres-là. Et là, ça va complètement changer avec des recherches, une technicisation du textile, quoi. Ouais, du coup, c'est vraiment tout un travail de coupe, donc décontracté, pas ajusté, fité, petit à petit, selon la technologie textile. Et c'est peut-être pour ça aussi que on a eu aussi, c'est un peu cette symbolique de c'est trop décontracté, c'est pas esthétique. En fait, c'est trop mou, c'est tout mou. C'est ça. Ça vient de là, en fait. Ça n'a aucune tenue, cette chose. À part l'élastique, et encore quand il est encore vivant, l'élastique. C'est vrai. C'est sûr que au bout du confinement, l'élastique il est plus très là. C'est ça. Ou bien il s'est un peu élargi parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit avoir pris du poids, donc c'était bien pratique ce jogging. Exactement. Donc oui, il a une forme qui prête un peu à discussion pour certaines personnes. En tout cas, les premières formes qui sont réfléchies, c'est pour le pantalon, une forme qui est issue du vestiaire du ski, qui s'appelle le pantalon norvégien. Et donc ça, c'est les premières formes qui apparaissent à partir des années 20. Donc en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est juste un pantalon bouffant qui a un élastique à la taille et aux chevilles, du coup, qui permet d'être resserré aux extrémités et comme ça, le froid n'entre pas. Ensuite, on a en haut des sweatshirts, donc c'est des pulls en molleton et pareil, on a un col qui est élastiqué, un petit triangle au bout du col qui permet de recevoir, d'absorber la transpiration en fait. Et on a aussi au poignet et à la taille des élastiques. Ensuite, ça peut être parfois des bord-coats. Donc ça, il y a aussi un travail sur le bord-coat qui est très important. Le bord-coat, c'est pas mal parce que ça absorbe bien la transpiration et ça tient chaud aussi. Et le bord-coat, ça va devenir progressivement vraiment indispensable pour le survêtement. Pour les non-techniciens, le bord-coat, c'est ce qu'on voit à la fin des pulls, poignets, par exemple des hoodies, c'est un tricotage un peu plus resserré et qui fait que en fait c'est serré sur la manche et sur le poignet et la manche est un peu plus bouffante. Il y a aussi sur le bas des pulls en général, c'est ça le bord-coat. Voilà, petit aparté vocabulaire. Pardon, j'ai pas précisé. Et donc voilà, donc ça c'est pour le pantalon norvégien, pour le sweatshirt. Après, dans les années 30, on va avoir une autre forme qui apparaît, qui est intéressante aussi, ça s'appelle le pantalon fuseau, qui moule plus la jambe. Parce qu'en fait, le pantalon norvégien, c'est pas mal, mais bon, c'est pas quand même parfait pour protéger du froid. Et pareil, le pantalon fuseau, il vient du vestiaire du ski. Alors, la légende dit que c'est Allard, un skieur professionnel. Bon, ça, après, ça tient de la légende. Est-ce que c'est vrai ou pas ? On ne saura pas.
Et en fait, au bout de ce pantalon qui moule plus la jambe, on met un zip à la cheville qui permet de passer le pied et la chaussure. Parce que c'est un peu le but principal, c'est de ne pas avoir à se déchausser pour pouvoir enfiler son survêtement. Ouais. Est-ce que c'est cet ancêtre-là qui est commun pour, par exemple, le pantalon d'équitation? Plus tard, on retrouve l'élastique en dessous du pied qui s'accroche à la chaussure. Oui, c'est vrai qu'on peut voir plutôt, de toute façon, le survêtement, les formes du survêtement, il fait écho à plein d'autres formes différentes. À la fin du 19e siècle, donc ce pantalon-là d'équitation, il est utilisé surtout pour la gymnastique. Et en fait, je pense que c'est plutôt le pantalon de sport utilisé pour la gymnastique qui va faire plusieurs déclinaisons. Voilà. Ok. Donc voilà, donc ça c'était pour les formes. Et ensuite, à partir des années 60, on est dans un contexte historique complètement différent, avec une nouvelle jeunesse, c'est les 30 glorieuses qui arrivent, c'est le baby-boom et tout ce qui va avec. Et du coup, on va avoir une philosophie de vie bien différente et on promeut toujours plus, outre un contexte, outre une sphère de sportifs professionnels, on promeut le sport dans la vie quotidienne, une culture du sport. Le sport pour tous, c'est ça? Exactement, oui. Oui, c'est ça. Ça fait politique, quoi. Non, mais c'était ça. C'était l'idée d'un corps en bonne santé pour un corps social en bonne santé, en fait. C'était un peu ça, quoi, l'idée. Et ça aussi, l'idée d'un corps en bonne santé, ça veut aussi dire une maîtrise de sa vie, une maîtrise de son corps. Et donc, en fait, voilà, c'est un peu des idéaux comme ça qui commencent à émerger. C'est d'ailleurs là-dedans qu'apparaît, donc, dans les années 70, toute la culture du fitness et la culture du sportswear qui apparaît aussi. Et donc, le sport, vraiment, il apparaît dans toutes les strates de la société et dans toutes les habitudes de la vie de tout le monde. Après, en plus, dans les années 70, s'ajoute cette idée que par rapport aux années 60 où c'était, comme tu l'as très bien dit, faites du sport pour être en bonne santé, dans les années 70, c'est aller encore plus loin, c'est que c'est ça la beauté en fait. Exactement. C'est un corps fité, c'est un corps... c'est là où il y a eu le magnifique Lycra et nos magnifiques combis qui épousent les moindres petits volumes des corps et en plus outrepassent ouais, c'est ça. Et en plus accentué par des couleurs extravagantes. Donc c'était pas juste caché, c'était seulement ça qui devait être vu en fait. C'était un corps fité, un corps plus qu'en bonne santé. C'est ça un corps beau en fait. Exactement, ouais. Là, il sort. Avant, on était plutôt dans un contexte scientifique, justement, comme on disait, un contexte hygiéniste. Et là, on rentre complètement dans une dimension esthétique, en fait. Là, il devient vraiment esthétique. Il devient à la fois le corps et devient esthétique, mais aussi ce que l'on porte pour rendre ce corps esthétique. Le vêtement qu'on porte, du coup, il devient aussi un objet esthétique. Et donc, on va avoir plein de recherches formelles de modélisme pour le rendre plus esthétique et pour qui s'approche tantôt du vêtement quotidien, par exemple. Parce que quand on voit qu'il est à pattes d'éléphant avec des cols très longs dans les années 70, on se doute bien qu'on va pas trop faire du sport là-dedans. On va pas courir avec, sinon voilà. s'en mêler un peu. Voilà, sans élastique d'ailleurs parfois. Donc du coup, c'est vrai que là, il sort complètement de sa fonction thermique dont on parlait au début. Et là, il devient vraiment un vêtement qui a une valeur. Ouais, d'apparence. Hein. Ouais. Et puis, il est là pour mettre en valeur le corps. Par exemple, on parlait des combis ou bien des bodys.
les body ultra échancrés qui montent limite jusqu'à la hanche chez la femme, mais même chez l'homme. Allez regarder les magnifiques vidéos qu'il y a de fitness des années 70. C'est magique. Gym tonique et tout exactement. Ça, ouais. et ce fameux costume à la suédoise, enfin de gym suédoise, c'est souvent ça. En fait, il venait pas juste pour la performance, mais il venait aussi souligner le mouvement du corps. Il venait valoriser pas seulement la sculpture du corps, mais aussi son mouvement. Et, c'est ça qui est super intéressant. Aussi, tu parles de développement technique, de coupe. C'est vraiment concentré après sur le corps. Son évolution, elle est réfléchie en fonction à la fois de l'histoire du sport et à la fois aussi de l'histoire du corps et de la perception que l'on a du corps selon les contextes et selon les tendances et selon les modes qui sont contemporaines en fait. On continue l'histoire de ce vêtement avec un second épisode que vous retrouverez la semaine prochaine. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 €, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillez, habilleurs. À la semaine prochaine.